Libre à vous. L'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Bonjour à toutes, bonjour à tous dans Libre à vous. C'est le moment que vous avez choisi pour vous offrir 1h30 d'informations et d'échanges sous les libertés informatiques et également de la musique libre. Nous vous convions ce mardi au Café Libre pour débattre autour de l'actualité du logiciel libre et des libertés informatiques, avec également au programme la chronique FHX de Florence Chabanois sur le thème « Moi, je suis pour les laisser choisir » et aussi la chronique Les humeurs de G sur le thème « Sauvons les hyperliens ». Nous allons parler de tout cela dans l'émission du jour. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission qui vous raconte les libertés informatiques proposées par l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Isabella Vanni, coordinatrice vie associative et responsable projet à l'April. Le site web de l'émission est libreavou.org. Vous pouvez y trouver une page consacrée à l'émission du jour avec tous les liens et références utiles et également les moyens de nous contacter. N'hésitez pas à nous faire des retours ou nous poser toutes questions. Nous sommes mardi 17 décembre 2024. Nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. À la réalisation de l'émission, mon collègue Étienne Gonu. Salut Étienne. Salut Isa. Nous vous souhaitons une excellente écoute. Cause commune, la voix des possibles. 93.1 FM et en DAB+, en Ile-de-France. Partout dans le monde sur causecommune.fm et sur l'appli Cause Commune. Pour participer à notre conversation, 09 72 51 55 46 et aussi sur causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous. FHX, statistiques éclairantes, expériences individuelles et conseils concrets. Votre rendez-vous mensuel pour comprendre et agir en faveur de l'égalité des genres. C'est la chronique de Florence Chabanois, présidente de la Place des Grenouilles, qui est avec moi sur le plateau. Bonjour Florence, je crois comprendre qu'on parle de choix aujourd'hui. Oui, bonjour Isabella, bonjour tout le monde. Alors, j'y vais ? Tu as bon go. Ça marche. Alors, en fait, c'est grâce à moi que tu es féministe. D'abord, scotchée devant tant d'aplomb de ma progéniture, je me rends compte qu'elle n'a pas si tort que ça. Le fait d'être une femme et directement désavantagée moi-même n'a eu aucune influence, car à chaque micro-agression, violence, agression, préjugé ou discrimination, je me raisonnais en disant que ce n'était pas si grave que ça. On s'adapte, on contourne, on fait glisser et on passe à autre chose. On est résiliente. À mes yeux, la condition des femmes en France était meilleure qu'au Moyen-Âge, qu'en Afghanistan ou que dans la terre du milieu. Bref, les féministes exagéraient. Pourquoi elle n'a pas porté plainte plus tôt ? Si vous prenez la peine d'écouter une victime de viol qui porte l'affaire en justice, vous entendrez qu'elle pensait être un cas isolé et que c'est seulement en découvrant d'autres victimes qu'elle décide de prendre le risque d'en parler publiquement, pour éviter que cela n'arrive à d'autres. Quand cela ne concernait qu'elle, ce n'était pas assez grave. Les femmes ne sont pas éduquées à défendre leurs intérêts, mais à être jolies, discrètes et serviables dès leur plus tendre enfance. Fais un bisou à papy, tonton, mamie, que tu aies envie ou non, tant que ça fait plaisir à l'autre. Dire « sois gentil », c'est un peu dire « fais ce que les autres veulent sans broncher ». Finalement, on conditionne les enfants, et encore plus les filles, à se laisser toucher sans qu'elles aient l'option de s'extraire autrement qu'au prix d'un coût social important. C'est violent de devoir refuser à quelqu'un quelque chose qui lui semble être acquis. DS merci, la fameuse bise obligatoire pour les femmes est moins systématique depuis la Covid. Ce n'est pas un hasard que ce soit si compliqué pour une femme de faire valoir son non-consentement. On apprend aux femmes à prendre soin. Le fameux care, soin en anglais. Des autres, pas d'elles. Les femmes peuvent prendre sur elles, par contre, et aux hommes, on leur apprend à s'affirmer et s'écouter eux. C'est complémentaire. En parlant d'injonction, vous avez peut-être commencé la folie rituelle de chercher des cadeaux de Noël pour tout le monde. D'ailleurs, j'ai bien apprécié que cette année, le gouvernement ait essayé d'être cohérent et interdit les Pères Noël dans les écoles au nom de la laïcité. Je blague. Je m'égare. Revenons à nos brebis. Noël, c'est une fête que beaucoup d'enfants adorent. Il y a autre chose que les enfants adorent, ce sont les histoires. C'est l'histoire de Noah et Camille qui naissent du même ventre un 24 décembre. À chaque insatisfaction, Noah attend un peu plus avant d'être cajolé, tandis qu'on accourt au moindre bruit inhabituel de Camille. À 3 mois, quand Noah pleure, c'est qu'elle a peur ou qu'elle fait un caprice.
quand Camille pleure, c'est qu'il est en colère. À 2 ans, Noah est joli comme un cœur. On laisse ses cheveux pousser, même s'il lui cache un peu la vue parfois. On lui fait porter des habits pas pratiques, comme des robes et des jupes, sur lesquelles elle trébuche. On lui demande de ne pas aller sur cette structure de jeu, car on voit sa culotte. De faire attention à comment elle s'assoit. Camille porte des vêtements sombres, a des trous sur ses pantalons, monte les toboggans à l'envers, court partout, fait du bruit, pousse les autres. Il faut bien que jeunesse se fasse, sacré Camille. Un vrai petit gars. Noah, chut, tu parles trop fort. Attention, tu vas te faire mal. Ah bah voilà. Tu vois, tu n'aurais pas dû essayer, tu aurais dû m'écouter. Connaissez-vous le test de la planche inclinée ? Il s'agit d'un test de motricité que l'on fait faire à des bébés d'1 an, où on leur fait descendre une planche inclinée. Les bébés, à cet âge, quel que soit leur genre, font des performances similaires. On fait ensuite venir les parents, qui doivent régler l'inclinaison de la planche pour le bébé, en fonction des capacités estimées de l'enfant. L'expérience montre que les enfants surestiment les capacités de leur fils et sous-estiment celles de leur fille. Déjà à 1 an. À 3 ans, Camille aura un camion, des outils de bricolage, une figurine de héros qui aime la bagarre et sauve le monde, et une épée. Noah, une poupée qui admire le héros, des feutres, une cuisine et une poussette. Une robe pour trouver un roi, et d'autres objets roses. On dira que nous, les parents, on n'est pas sexistes, qu'on n'empêche pas les garçons de jouer avec des poupées et qu'on n'achète pas de roses aux filles. On les laisse choisir. C'est juste qu'ils ne choisissent pas les poupées. D'ailleurs, on a acheté une poupée une fois. Elle est où déjà ? Dans la cave ou le grenier ? Est-ce vraiment un choix quand le magasin de jouets est coupé en 2, à droite des pancartes bleues, à gauche des pancartes roses, qu'on demande au garçon qui veut une robe Reine des Neiges s'il est vraiment sûr que les épées proposées sont toutes marron et noires, alors qu'on a martelé aux filles que leur couleur c'était le rose et que la bagarre c'était mâle. Une fille qui se comporte comme un gars, ce n'est pas foufou, mais ça passe. C'est un garçon manqué, peut-être même une promotion. Mais un petit gars qui joue à des jeux de filles, c'est chaud. Ça dit quelque chose sur du sexisme et l'homophobie intériorisée. Les années passent, on complimentera Noah sur sa beauté, sa gentillesse, son calme, ses efforts, sa discrétion. Camille sur sa force, son intelligence, sa drôlerie. On encouragera Noah à être parfaite, à prendre un petit coin et jouer dans ce coin, faire du dessin, des perles, de la dinette, à aider, à prendre le moins de place possible, à sourire, à nettoyer, à faire plaisir, à partager, à s'effacer, à gérer la forme, à définir sa valeur par le regard des autres, en particulier qu'il porte sur son physique. Qu'est-ce qu'elle est jolie, à servir. On encouragera Camille à s'étendre vocalement et spatialement, en le recadrant moins, à se confronter à d'autres, à aimer la compétition. Qu'est-ce qu'il est fort, à faire des erreurs, à apprendre, à avancer, à construire des choses, à exister. Il et elle feront tout pour continuer à avoir ce type de reconnaissance. C'est difficile de ne pas reproduire ces schémas. À l'école primaire, les travaux de Nicole Moscou ont montré que le corps enseignant interagissait plus avec les garçons, 60% à minima, qu'avec les filles. Ils sont plus souvent interrogés et ont plus de temps de parole. Les commentaires adressés aux filles concernent l'apparence et la réalisation du travail, tandis qu'on abordera plus le contenu et le raisonnement des garçons. Les filles sont plus souvent complimentées sur leurs efforts et sur leur travail minutieux, tandis qu'on louera plus le potentiel chez les garçons, ce qui les encourage à aller plus loin. Les enfants se retrouvent enfermés dans ces cases. Les conséquences se traduisent en inégalité de genre, qui maintiennent le système patriarcal. Par exemple, une étude de la DEPP de 2023 montre que les filles ont moins confiance en leurs résultats d'examen que les garçons, quelle que soit la matière, le niveau et leurs résultats. Supérieurs en français, par exemple. Entre 4 et 16 points d'écart de confiance. D'un point de vue professionnel, cela permet au plafond de verre d'exister et de persister dans tous les corps de métier, avec des différences de salaire entre les femmes et les hommes. En fait, la société a créé 2 boîtes, une bleue, une rose, et étiqueté des caractéristiques dessus. On met les garçons dans la bleue et les filles dans la rose, puis on met la boîte garçon au-dessus de la boîte fille. C'est cette hiérarchie entre les caractéristiques qui pose problème. Aujourd'hui, il y a plus de prestige à prendre de la place qu'à écouter, par exemple, alors que les deux sont importants. La bonne nouvelle, c'est qu'on fait partie de cette société, on a une influence. Avez-vous vraiment envie d'offrir une 15e poupée ou une 20e voiture ? Un vrai chouette cadeau, ce serait d'ouvrir des brèches pour sortir de ces boîtes et que les personnes puissent circuler, être celles et ceux qu'elles ont réellement envie d'être, sans injonction de genre. Vous pouvez offrir d'autres représentations via les livres ou avec des enfants en tant que papa jouer à la dinette ou en tant que tata au foot.
Dernière chose, en parlant d'enfants, je vous invite à signer la pétition de parents et féministes pour une éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle pour tous les enfants, prévue par la loi depuis 24 ans maintenant, et seulement appliquée dans 20% des établissements sur le site change.org. À l'année prochaine. Merci Florence pour cette chronique. Effectivement, c'est avec grand plaisir qu'on te retrouvera en 2025. Je crois que tu feras la prochaine chronique le 21 janvier, sauf erreur. La régie, sinon, me rappelle que c'est le moment d'ouvrir l'antenne une 50aine de secondes à la rédaction du Lama déchaîné. Ici, en direct de la rédaction du Lama déchaîné, nous vous parlons d'une actualité brûlante. La campagne de soutien financier de l'April ? Oui, pour bien finir l'année, l'association a besoin de pas moins de 20 000 euros. Alors pour vous convaincre d'adhérer ou de faire un don, elle nous a embauchés, bénévolement, pour publier un hebdomadaire chaque mercredi. Mais c'est demain le prochain numéro alors ? Et oui, et il y en aura jusqu'à la fin de l'automne. Ça parle des actions de l'April, de ses membres, mais pas que. Il paraît qu'il y a même des mots croisés, des anecdotes rigolotes. Oui, la plume a également été proposée à d'autres associations ou à des personnes non membres. Rendez-vous sur april.org/campagne. Le lien sera sur la page de présentation de l'émission. On compte sur vous pour soutenir le travail essentiel de l'April. Et au début de notre campagne, nous vous avions annoncé 9 numéros du Lama déchaîné, mais la rédaction de notre gazette hebdomadaire étant elle aussi déchaînée, j'ai le plaisir de vous annoncer qu'un numéro supplémentaire sortira mercredi 18 décembre 2024. Nous allons maintenant faire une pause musicale. Et après la pause musicale, nous aborderons notre sujet principal au Café Libre. Un débat autour de l'actualité du logiciel libre avec Florence Chabanois, dont vous venez d'écouter la chronique, J et Pierre Bissac. Nous allons écouter Space Barbie par Radio Déserte et on se retrouve dans environ 3 minutes. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles. Cause Commune 93.1.
Nous venons d'écouter Space Barbie par Radio Déserte, disponible sous licence libre CC BY SA 3.0. Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavou.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast. Passons maintenant au sujet suivant. Nous allons poursuivre par notre sujet principal. C'est un sujet taillé pour le direct. Donc, si vous écoutez, n'hésitez pas à participer à notre conversation sur le salon web dédié à l'émission, soit sur le site causecommune.fm, bouton chat, salon dièse libre à vous, soit sur le site de l'émission libreavou.org. Nous vous souhaitons la bienvenue au Café Libre, où on vient papoter sur l'actualité du logiciel libre dans un moment convivial. Un temps des débats avec notre équipe de libristes de choc, issue d'une rigoureuse sélection pour discuter avec elles et eux et débattre des sujets d'actualité autour du libre et des libertés informatiques. Aujourd'hui avec moi autour de la table, Florence Chabanois, cofondatrice de la Place de Grenouille, membre corps de TechRox, G, docteur en informatique et dessinateur, adepte des licences libres, et Pierre Bissac, informaticien libriste de longue date, fondateur d'Aeriomem.net, un service de stockage de fichiers. Bonjour à vous trois et merci d'être au studio avec moi pour ce temps d'échange. N'hésitez pas à participer à notre conversation au 09 72 51 55 46 ou sur le salon web dédié à l'émission sur le site causecommune.fm, bouton chat. Toutes les références de l'émission seront rendues disponibles sur la page consacrée à l'émission, libreavou.org/230. Et comme je ne vous ai pas donné le temps de me répondre, je vous le redis, bonjour à vous trois. Merci d'être au studio avec moi pour ce temps d'échange. Alors, le tout premier sujet qu'on a sélectionné pour vous, en fait, on l'a choisi parce que ça concerne l'actualité de l'April aussi. On parle en fait des logiciels libres de caisse qui étaient en fait en danger suite au vote du Sénat qui avait adopté l'amendement supprimant l'attestation individuelle, imposant la certification comme seul mode de preuve de la conformité de la solution. Cet amendement aurait particulièrement impacté les logiciels libres de caisse sous licence libre. Et en fait, avec la censure du gouvernement, le projet de loi de finances pour 2025 est à l'arrêt. Et du coup, pour le moment, les logiciels libres sont tirés d'affaire, mais seulement pour le moment. On verra bien pour la suite. Je ne sais pas trop comment ça se passe, c'est-à-dire les travaux parlementaires pour le projet de loi de finances sont à l'arrêt définitivement. Est-ce qu'on reprend à partir du projet? Est-ce qu'on refait? Comment ça marche? Je ne suis pas trop au courant. Je crois qu'il va falloir tout reprendre, sachant qu'ils ont déjà tout commencé. Bonjour à tout le monde, au fait. Par contre, effectivement, François Bayrou, le nouveau Premier ministre, est supposé être favorable au logiciel libre. On va voir si ça peut avoir une influence sur ce genre de texte. Mais effectivement, pour expliquer, l'idée, c'est que les logiciels de comptabilité doivent être certifiés par l'éditeur. Ce qui pose un problème au logiciel libre parce que donner une certification, ça peut être coûteux. Et il était quand même permis aux éditeurs de donner la certification eux-mêmes. Donc certifier, en gros, sur leur honneur, si on peut dire. C'est ce qu'on appelle l'attestation individuelle. Et cette disposition a été interdite par le projet de loi de finances qui vient d'être censuré, qui est parti à l'eau. Donc ce qui pouvait poser de gros problèmes parce qu'effectivement, ça oblige à faire... à payer un cabinet d'audit externe, donc c'est beaucoup plus coûteux et pour du logiciel libre, ça peut être extrêmement problématique. Et rappelons que le gouvernement précédent, le gouvernement qui s'est fait censurer, en fait, avait donné un avis contraire par rapport aux amendements qui ont été quand même adoptés aussi par le Sénat. Oui, parce que le gouvernement voulait protéger un peu, parce que ça affecte bien entendu les petites entreprises essentiellement. Évidemment, c'est le genre d'amendement que les gros éditeurs adorent, parce que ça les met en position ils ont les moyens et le volume nécessaire, la masse critique pour absorber ça sans surcoût, ce qui n'est pas le cas des PME, effectivement, et des PME du libre en particulier. Est-ce que G ou Florence souhaitent rebondir sur ce sujet? C'est pas une obligation, mais c'était... Non, après, est-ce que c'est bon, on disait que les logiciels libres sont tirés d'affaire pour le moment.
Effectivement, on a changé de gouvernement. Par contre, le gouvernement d'avant était déjà pas favorable, effectivement. Donc, est-ce que ça va changer quelque chose pour le prochain budget ? Est-ce que, du coup, le Sénat, l'Assemblée nationale vont revoter les mêmes amendements pour imposer cette procédure de certification ? Je pense qu'il n'y a rien du tout qui l'interdit. Donc, ça a l'air d'être un soulagement assez temporaire, en fait. D'autant plus que c'est pas comme si le gouvernement allait aussi changer de bord complètement. On prend un peu les mêmes, on recommence, il faut être honnête. Donc oui, je pense qu'il va falloir rester vigilant de toute façon sur ce qui va se passer. Ouais. En tout cas, l'April s'était mobilisé déjà en novembre dernier pour appeler les sénatrices et sénateurs à ne pas sacrifier le logiciel libre de caisse en votant ces amendements. Nous avions notamment publié une lettre ouverte et l'April reste bien évidemment mobilisé. On n'est pas à l'abri d'une bonne surprise, mais voilà, comme tu disais, on va rester vigilante et vigilant. Peut-être ajouter, il y a une lettre ouverte proposée par l'April pour les signataires potentiels. Oui, donc la lettre, on l'a publiée, je l'ai mis en fait dans les références de l'émission du jour, donc vous pourrez y accéder. On l'a publiée le 27 novembre et le Sénat a voté la suppression de l'attestation individuelle le 29 novembre, mais la lettre ouverte restera publiée. On essaiera de la réélaborer pour que ce soit pas que un appel aux sénateurs et sénatrices, mais à tous les parlementaires pour ce qu'on verra pour la suite, pour ce projet. Alors, attendez, parce qu'il y a un truc qui est très sympa. Isa, si... Non, pas trop tard, t'as sonné la clochette. Non, juste... Pardon. Pour redire effectivement qu'on va rester mobilisé, repréciser qu'effectivement avec la chute avec la censure du gouvernement, le projet de loi actuel est fini. Ils vont faire une loi spéciale pour les affaires courantes. Mais comme Gilles l'a très bien résumé, la question va revenir dans un an, prochaine loi de finances. Par contre, ce qu'on a maintenant le temps de faire, et on va essayer d'utiliser ce temps aussi utilement que possible, c'est-à-dire d'aller contacter les parlementaires, d'aller contacter, une fois qu'on aura un nouveau gouvernement, les cabinets ministériels et puis l'administration, parce qu'on se demande aussi d'où vient cette volonté d'imposer la certification, sans doute pour simplifier le travail de Bercy, mais à quel prix, voilà. Donc on va essayer de réengager, comme on l'avait fait en 2016 même, sur ces questions-là, pour réengorger la conversation avec les parties prenantes, notamment toutes les éditeurs et les intégrateurs de logiciels libres de caisse, pour essayer de trouver une solution un peu plus équilibrée que celle qui nous est proposée. Donc ça va être sur la table de l'April en 2025 notamment. Une petite question, souvent sur les amendements parlementaires, il y a une citation par les parlementaires de la source, d'où vient la proposition. Est-ce qu'on a un indice de ce type-là sur cet amendement ? Non, je dis souvent, je pense que c'est vrai que ces dernières années, on l'a vu parfois, mais j'ai l'impression que c'était quand même plus l'exception que la norme. Donc là, on ne sait pas d'où est partie l'impulsion. Moi, j'ai le sentiment que ça viendrait de Bercy elle-même, sans doute. Voilà. On ne sait pas trop, c'est vrai, ça fait partie des mystères de nombreux amendements. D'où est-ce que ça vient ? Qui a tenu la plume quand même ? J'avoue, moi, je pensais que c'était des lobbies, du coup, mais ça existe, des lobbies de grands groupes de... Qui peut croire ça ? Moi, j'ai tendance à dire que derrière ces choix malheureux, il y a beaucoup d'ignorance aussi, mais je suis sensible à ta suggestion, Étienne. D'ailleurs, je suis ravie que mon collègue qui est chargé d'affaires publiques, justement, et qui a contacté pas mal de sénatrices et sénateurs pour les prévenir du danger qui planait sur les logiciels libres, et qui a rédigé la lettre ouverte dont on a parlé, soit avec nous aujourd'hui. Donc, on a terminé avec ce sujet. Donc, c'est le sujet suivant. Donc, c'est l'hébergement des données de santé chez Microsoft a été validé par le Conseil d'État. Donc, il s'agit en fait, on parle de la plateforme Health Data Hub, qui est une plateforme qui a été, c'est un projet en fait dont le but est de faciliter la collecte des données de santé des Françaises et des Français pour
pour travailler pour la recherche et pour l'innovation. Donc l'idée, c'est de centraliser toutes ces données de santé. Déjà, la centralisation nous fait un peu peur. Et en plus, le choix pour ce qui est de l'hébergeur a été Microsoft. La Commission nationale liberté informatique a autorisé, on va dire, à donner son avis favorable pour qu'il y ait cet hébergement chez Microsoft. Et la mauvaise nouvelle, c'est maintenant la validation par le Conseil d'État. Est-ce que vous voulez commenter cette triste nouvelle ? Peut-être un mot, oui. C'est quelque chose qui traîne depuis longtemps. Il y a un certain nombre de personnes qui veulent défendre un peu notre souveraineté, comme le parlementaire Philippe Latombe, et qui suivent le dossier, en fait. Et c'est une question fondamentale. C'est un projet exemplaire sur ces sujets-là, parce que c'est un gros projet de recherche. C'est un parmi d'autres, et ça pose la question d'héberger nos données ou pas sur du cloud souverain, du cloud souverain ou pas d'ailleurs. Donc le problème dans le cas de Microsoft, c'est que ces données-là sont soumises aux lois états-uniennes type FISA, qui permettent en gros aux services secrets états-uniens d'aller fouiner dans les données. Alors là, c'est des données de santé anonymisées. On peut dire que ça, pseudonymisé. Pseudonymisé. Je suis pas sûr. Si, c'est pseudonymisé. D'accord, excusez-moi. Ouais. Merci pour la précision. C'est quoi la différence ? Pseudonymisé, c'est que tu sais que ça va toucher à une personne, mais tu sais pas laquelle. Tu vois, alors qu'anonyme, c'est vraiment anonyme, il n'y a aucun lien. Du coup, pseudonymisé, une fois que tu regroupes plusieurs jeux de données, tu peux remonter. Par exemple, tu dis, cette personne, elle a une Ferrari rouge à Paris. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup, mais si tu dis, il y a une personne qui a une Ferrari rouge dans je ne sais pas quel village de 200 personnes, même si on ne sait pas qui c'est, mais en fait, on sait qui c'est, parce que c'est une même personne. Il y a un gros précédent là-dessus, et AOL avait libéré ses résultats ses requêtes de recherche, théoriquement pseudonymisées, mais en fait, des journalistes s'étaient aperçus qu'en recroisant les recherches, ils pouvaient retrouver assez facilement un certain nombre de personnes. Donc là, potentiellement, il peut y avoir le même genre de soucis. Il y a le problème de FISA, il y a le problème d'être dépendant d'un fournisseur étranger, en fait. Donc ça pose tout un tas de soucis. La CNIL dans son avis, avait dit en gros, écoutez, on peut pas vraiment faire autrement parce qu'il n'y a pas vraiment d'offres comparables en France, ce qui n'est pas totalement vrai. Il n'y a pas d'offre identique, évidemment, mais ça réclamerait un effort supplémentaire peut-être. Et mais quand la bien CNIL même, a dit, en fait. voilà, on peut pas faire autrement, donc ok. Et moi, il y a un côté quand bien même aussi. En fait, moi, c'est un truc qui m'agace, ce truc de dire, en fait, c'est le mieux qu'on puisse faire, pas d'alternative. Mais en fait, peut-être que si on peut pas faire mieux que ça, il faut juste pas le faire, en fait. Ça m'agace, cette espèce de truc de fuite en avant, de se dire, oui, de toute façon, on va le faire. Donc, autant prendre le truc le mieux qui est. Donc, on va dire qu'allez, c'est Microsoft. Mais parce qu'il y a ce truc qui s'appelle SecNumCloud, là, j'ai vu qu'il y a une espèce de spécification que les entreprises doivent remplir en gros pour que ce soit accepté. Et en gros, ce truc-là, visiblement, personne n'est capable de le faire, d'être compliant, comme on dit. Conforme. D'être conforme. Tu parles du conforme au droit européen conforme à ce truc. Ah, okay. Si personne ne le fait, peut-être qu'il faut juste pas le faire, ce Health Data Hub. Au bout d'un moment, est-ce qu'on a vraiment besoin de ça ? On a vécu longtemps sans l'avoir, donc c'est pas fondamental. Donc plutôt que de encore filer un truc à Microsoft, ils ont déjà le ministère de la Défense, le ministère de l'Éducation nationale, ça commence à faire beaucoup. Je veux dire, Edward Snowden, c'était il y a 11 ans quand même, ce serait bien trop loin déjà, de comprendre une bonne fois pour toutes qu'il faut pas mettre des trucs chez des services états-uniens, et surtout pas des trucs aussi sensibles que ce soit la défense ou des données de santé des Français et des Françaises, quoi. Alors, je voudrais mettre un bémol quand même, parce que c'est des données de recherche qui sont quand même super utiles pour les chercheurs. Le but, c'était d'avoir un entrepôt de données, comme on disait autrefois, pour l'accès aux recherches épidémiologiques, et choses comme ça. Donc c'est utile pour la recherche médicale. Par contre, effectivement, le problème de tomber dans la facilité d'offres commerciales états-uniennes, c'est que on perd en souveraineté. Enfin, la souveraineté, c'est pas quelque chose où on va forcément au plus facile. Ça peut vouloir dire faire des efforts pour essayer de rester autonome dans nos moyens stratégiques, en fait. Donc, effectivement, ça coûte plus cher et c'est moins facile. Mais ça veut pas. Donc, c'est une question à se poser sur les compromis à faire en la matière, et aller au plus facile et au moins cher, c'est pas forcément
c'est pas impossible de faire autrement, en fait. Voilà. En gros, on pourrait faire autrement. Ça réclaimerait juste plus d'efforts. On pourrait se donner les moyens. Florence ? C'est ça. Et c'est même pas vrai. Enfin, le fait que personne n'est certifié SACNAM Cloud. Enfin, pour moi, je vais pas trop les citer, mais il y a plusieurs hébergeurs qui étaient dessus. Alors, j'ai peut-être rêvé, mais il me semble qu'il y en avait un qui l'avait vu il y a peu de temps. Mais je trouve qu'on allait un peu vite, effectivement. Et là, c'est mon côté un peu parano, mais je suis sûre que les lobbies Microsoft ont fait très très bien leur travail en nous mettant devant cette posture de « Ah, il n'y a pas le choix », mais on n'a pas beaucoup cherché, en fait, je pense. Clairement. Il y a un dossier qui avait fuité, parce qu'un journaliste a fait une requête, comment on appelle ça ? L'accès aux documents administratifs. CADA. Voilà. Et qui a obtenu les documents internes les slides, en fait, de ce qui a donné lieu au choix, et donc un certain nombre de gros hébergeurs français avaient répondu. Donc on a quelques éléments là-dessus, mais c'est assez, c'est pas complet évidemment. Sur le choix est quand même été celui de Microsoft à la fin. Mais en vrai, sur ça, je comprends pas, parce que sur un sujet aussi critique, pour moi, il devrait y avoir des appels d'offres, même si c'est pas une entreprise publique, mais de dire on soumet ça à la concurrence, et il doit y avoir au moins donner la chance à plusieurs entreprises de répondre à l'offre. Là, on a vraiment l'impression que c'est un deal, quoi. Bon, après, là, c'est moi qui parle. Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est un deal, que ça a été fait sous le manteau. Il me semblait qu'il y avait eu un marché, mais je ne suis pas totalement sûr de mon coup, donc ouais. Ça devrait être public dans ce cas-là. Ouais. Et puis, ce sont des données qui servent à la recherche, à l'innovation. Qui va utiliser ces données ? Peut-être que ça vient de là aussi, la pression. Je ne sais pas, il n'y a pas que les hôpitaux ou les organismes publics, il peut y avoir aussi des centres de recherche. Je sais pas, c'est des données publiques, donc on a probablement pas tous les éléments vraiment pour savoir pourquoi il y a cette suite en avant, comme disait J, et pourquoi on se donnerait pas plus de temps pour trouver les moyens pour avoir notre le HDH a promis que ça serait à l'étude et que c'était pas une solution définitive, donc d'ici X années tenter de migrer sur une architecture plus oui, mais on sait très bien comment ça marche la dépendance. Voilà. La dépendance, ça marche en commençant. Les trucs temporaires qui deviennent définitifs. Exactement. Et combien ça coûte aussi le changement et combien c'est difficile de le faire accepter. Donc ce serait bien de commencer sur du bon pied tout de suite. Alors, est-ce qu'on a complété ce sujet ? Je pense. Alors, on va maintenant traiter un sujet qui a été suggéré par Florence. J'ai beaucoup aimé le titre que tu as donné à ce sujet. Suite de données et conséquences surprises. Oui, c'est vrai, je me rappelais pas. Oui, non, j'ai beaucoup aimé. Malheureusement, des conséquences surprises pas joyeuses, parce que la fuite de données est sans doute l'une des raisons de la fin du télétravail chez Free, par exemple. Tu veux en parler un peu plus ? Déjà, il y a un site qui a été créé par Iris qui s'appelle bonjourlafuite.eu.org. Donc il y a énormément de fuites de données et d'attaques depuis quelques années, enfin encore plus depuis la Covid à peu près. Et du coup il y a des dommages collatéraux un peu inattendus, parce que du coup il y a un peu cette injonction de se dire on va réagir à ça, et une de ces conséquences qui pour moi est inattendue chez Free, c'est de se dire on enlève le télétravail parce que le VPN c'est dangereux. Et du coup, il y a une grève, il me semble, dans les équipes de Free, disant que, en grosso modo, on n'est pas capable de sécuriser un VPN, et du coup, on en profite pour attaquer des acquis sociaux. Est-ce qu'on peut rappeler ce que c'est le VPN pour les personnes qui nous écoutent ? C'est un réseau sécurisé, on va dire. Ouais, c'est un réseau privé. Ça évite. C'est comme si on était dans l'entreprise, mais on n'est pas dans l'entreprise, on est dans le réseau de l'entreprise, et du coup les personnes qui sont à l'extérieur n'ont pas accès à ce réseau privé si on n'a pas les accès spécifiques. C'est ce qui permet le télétravail notamment, tout en ayant accès aux ressources de l'entreprise. Du coup, il y a eu un problème de credentials, de mot de passe, on va dire, qui a été donné à quelqu'un, et c'est comme ça que ça s'est passé, apparemment. Et du coup, moi, ça me fait penser, par rapport aux conséquences inattendues. Tout à l'heure, on parlait du logiciel de caisse. On parlait de la cause, où je ne sais pas pourquoi est-ce qu'ils veulent absolument que ce soit homologué. Et je me disais, c'était peut-être pour tout ce qui est fraude, en se disant, si c'est certifié par un organisme extérieur, ça devrait suffire.
Et une des réponses pour les attaques ou pour éviter les fuites de données, des fois la réponse qu'on entend, c'est en mettant open source ces données, on est transparent et du coup on donne la possibilité aux gens de contrôler. Après, c'est pas dit que ce soit vraiment plus sécure ou que l'effort est là. Mais du coup, j'avais proposé ce sujet en se disant, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme conséquences, selon vous, par rapport aux fuites de données, à part des conséquences un peu, pas anecdotiques, mais d'organisation du travail dans les entreprises? Il y a moi, ce que je trouve fascinant, en fait, déjà, c'est la quantité de données que toutes ces entreprises ont sur les gens. C'est-à-dire là, je suis sur le site en question, donc ces derniers temps, ça a été le festival. Hein. Il y a eu des fuites tous les 2 jours. Donc là, il y a eu Top Achat, LDLC, Nord-Auto, SFR, la Banque de France, Direct Assurance. Et ça, Direct Assurance, ça remonte au 19 novembre. Donc là, c'est en espace d'1 mois, il y a eu tout ça, et d'autres que je cite pas. Et il y a ce truc déjà dans le numérique de... je suis pas du tout expert en sécurité. Peut-être que tous ces trucs-là étaient très bien sécurisés et que voilà, c'est la faute à pas de chance ou voilà, on a des hackers des crackers très très forts en face. Mais moi, j'ai un peu l'impression que qu'il y a un côté magique au numérique où on se permet un peu d'être. À partir du moment où on a un site, on se dit c'est bon et on n'a pas trop besoin d'investir dans la sécurité. C'est un peu comme si ces entreprises avaient un peu des entrepôts sans cadenas. Voilà, ça paraîtrait quand même impossible, mais là j'ai l'impression que c'est un peu le cas des fois. Et au-delà de ça, moi, la collecte de données, on a quand même des entreprises qui sont accros à la collecte de données, quoi, qui collectent vraiment beaucoup de trucs. Et des fois, on ne sait pas pourquoi. Moi, ça m'arrive de faire des achats sur Internet. Déjà, il y a maintenant 95% des sites, il faut créer un compte. Je veux dire, pour acheter un truc une fois, est-ce que c'est vraiment utile d'avoir un compte quelque part? Il y a quand même des entreprises qui arrivent à faire 100. Moi, j'ai déjà acheté des choses où t'as pas de compte. On te fait un espèce d'accès temporaire avec ta commande et ça se passe très bien. Un compte invité. Ouais, voilà. Et moi, je suis dans une petite asso, un petit café associatif dans la ville où j'habite. Et il y a pas longtemps, on a eu ce débat, en fait, parce qu'on a refait nos feuilles d'adhésion. Et il y avait plein d'infos qu'on demandait. Et au bout d'un moment, on se dit, mais pourquoi on demande ça, en fait? Pourquoi sur l'info, il faut préciser son âge? Pourquoi il faut préciser tel truc? Alors du coup, il y avait des gens qui sont dans la souite qui disent oui, ça permet de faire des stats et tout. Mais on se dit, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup, en fait, d'avoir ces données? Sachant que c'est juste pour venir boire des coups, c'est un café associatif, quoi. Normalement, au sens du RGPD, tu n'es pas censé collecter des données dont tu n'as pas l'usage. Donc les données que tu collectes sont censées être nécessaires pour... Alors, si on fait des stats sur le PDF de l'AG, est-ce que c'est un usage? Je ne sais pas. Il y aurait une minimisation des données à faire. Donc ça, c'est clair. Et donc voilà, donc on a eu ce débat et finalement, on a retiré plein de trucs sur les nouveaux bulletins d'adhésion parce qu'on en a conclu que non, on n'avait pas besoin. Et du coup, ce serait pas mal, en fait, que les entreprises fassent aussi ce boulot. C'est-à-dire qu'au moins, quand il y a une fuite, quand ça peut arriver évidemment à tout le monde d'avoir une brèche de sécurité, qu'on se retrouve pas avec tout et n'importe quoi. La Nord-Auto, je vois parce que le site Bonjour la fuite liste un peu tout ce qui a fuité, donc souvent c'est nom, prénom, adresse, ça arrive souvent. Là, sur Nord-Auto, je vois numéro de pièce d'identité. Pourquoi Nord-Auto a besoin du numéro d'une pièce d'identité? C'est quand même un truc... donc ce serait bien que ça provoque un petit peu quelque chose, que ce soit au niveau légal ou juste déjà que les entreprises fassent un peu leur autocritique là-dessus. Ce qu'il y a, c'est qu'aussi au niveau législation, tu as tout un tas d'obligations de vérification, notamment en matière automobile, peut-être pour les contrôles techniques, je ne sais pas. Donc en fait, la législation aussi parfois t'oblige à collecter des données sensibles, en fait. L'exemple typique, c'est la preuve d'âge sur Internet qui oblige à collecter des trucs quand même assez, au niveau identité assez gênant. Et alors pour toutes ces fuites, en fait, il y en a deux. Ça fait des années. Erisk a décidé de monter ce site assez récemment pour montrer un peu le torrent d'attaques, en fait, réussi. Ce qu'il y a aussi, c'est qu'il y a beaucoup alors il y a des problèmes de sécurisation certainement, mais il y a aussi beaucoup de sites mal conçus, c'est-à-dire, pour reprendre ton excellente image de l'entrepôt, c'est un peu comme si tu avais un entrepôt avec des données sensibles et 10 000 personnes qui ont la clé, en fait. Donc tu es à peu près sûr que dans les 10 000 clés, il y en a quelques-unes qui vont se retrouver là où elles ne devraient pas. Et une fois que les gens sont dans l'entrepôt, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Donc là, il y a des problèmes de permission, en fait, par rapport aux accès qu'on donne. On n'a pas beaucoup de retour dessus, mais manifestement, ce qui se passe, c'est qu'un employé égare son mot de passe. D'ailleurs, dans le cas de Free, si ça se trouve, c'est accessible sans VPN, je ne sais pas. Oui, c'est vrai. Donc un employé perd son mot de passe. C'est ce qui s'est passé pour les attaques sur je crois que c'est la France Travail qui a eu un exemple similaire. Un employé perd son mot de passe, un pirate le récupère et se met à récupérer toutes les informations auxquelles l'employé a accès. Donc il va lancer un programme qui va tourner pendant 2 mois et récupérer 100 000 comptes
aller à consulter 100 000 comptes individuels. Donc ça, c'est pas normal. En fait, on devrait mettre des alertes sur les sites pour dire c'est bizarre, ce compte-là, il est à Pau et il a consulté les données de 250 000 personnes dans les Hauts-de-France. Donc il y a peut-être un manque de vigilance sur les volumes d'accès, en fait. Et on a très peu de retours sur ces événements aussi. C'est ça qui est assez embêtant, c'est qu'on a très peu de retours d'expérience, que ce soit de l'administration ou du privé, pour savoir ce qui s'est passé, ce qui permettrait un peu à tout le monde d'être sensibilisé aux failles à éviter, enfin aux précautions à prendre, en fait, pour mieux gérer ça dans la conception elle-même des sites. Il suffit pas de rajouter une couche de sécurité par-dessus, il faut vraiment que ça soit pensé au niveau des fonctions du site. Et pourquoi il n'y a pas cette attitude du partage, de la visibilité ça ne vient pas encore. Ça existe en matière aéronautique. Les accidents d'avion donnent lieu à des enquêtes publiques avec des retours d'expérience. Ça existe en ferroviaire, ça existe en routier. Peut-être que ça va venir. Faire quelque chose au niveau informatique. Ouais, Pour moi, c'est le cas, au moins en partie, sur le site de la CNIL. Comme tout incident de ce type demande une déclaration auprès de la CNIL. Et après, une des sanctions possibles, c'est justement de publier ce qui s'est passé. Après, il y a des niveaux de détails qui sont variables. Ils vont pas forcément dire c'est tel mot de passe qui a pas été... Même si ça, ils le disent, en vrai, parfois. Donc, ils donnent un peu de contexte. Après, je sais pas s'ils le font sur tous. Moi, ce que j'appréhende quand même, c'est aussi le côté... par rapport à la sécurité, je suis assez d'accord avec toi dans le sens où c'est dès la conception qu'on doit y penser. Par contre, c'est plus limiter les dégâts, la démarche, alors qu'aujourd'hui, la mentalité, c'est plus d'acquérir du marché. Du coup, c'est gagner de l'argent plus que limiter les pertes, en fait. Et aussi, ça fait aussi qu'on a tendance à se renfermer en disant le libre, c'est un risque et on doit tout verrouiller. Et je pense que ça, c'est un des travers. Hein. J'ai pas d'exemple ultra concret. Ah si, peut-être une des news d'après, là, sur les données ouvertes de la SNCF. Bon, on va en parler tout à l'heure. Et par rapport à ce que tu disais, J, sur les données à minimiser, je pense que c'est vrai dans le cas de nos rotos sur la carte d'identité. En fait, ça n'a rien à voir quand même, tu vois, on n'en a pas besoin pour... on peut prendre le numéro de carte grise, pas de la carte d'identité. Oui. Et c'est vrai qu'on a un peu la mentalité, le RGPD avait aidé ça, de dire on arrête d'être glouton, de prendre. Et puis éventuellement, tu peux envoyer ta carte d'identité pour prouver, je sais pas, ton âge à un instant donné et qu'il le stocke pas, en fait. Exactement. Ou alors c'est supprimé juste derrière. Ouais, voilà. Alors ce qui se fait aussi, c'est que, mais ça peut être pénalisant dans l'autre sens, c'est que les sites de vente peuvent aussi expirer, supprimer ton compte au bout de un mois ou un an sans commande, enfin un an plus tôt. Oui, mais du coup, si tu fais des commandes un an plus tard, tu es obligé de recréer un compte. Oui, mais je préfère ça quand même. Enfin, ça peut être mieux, ouais, effectivement. Ouais. Pour moi, ça vu le nombre de fuites en ce moment, ça peut être. En fait, normalement, c'est la finalité qui justifie la durée de conservation. Et du coup, si une voiture, par exemple, j'en achète une tous les 5 ans, ça sert à rien. On n'a pas le droit même de garder les données ad vitam aeternam. Donc c'est par rapport à un cycle de vie et créer un compte, c'est pas si coûteux que ça, quoi. Et pour ce qui concerne les mots de passe, je me demande s'il y a une vraie politique de mots de passe dans tous les boîtes, petites, moyennes ou grandes. Il y a des recommandations qui sont aussi sur le site de la CNIL, donc la Commission nationale informatique et liberté, qu'on a déjà cité à plusieurs reprises. Et c'est là aussi, ça plaisante pas. Il y a vraiment un numéro minimum de chiffres utilisés, des caractères spéciaux utilisés. Il faut faire attention. Et rien que ça, je soupçonne qu'il n'y ait pas, moi, dans mes expériences de travail, il n'y avait pas, mis à part pour l'April, mais il n'y avait pas toute cette... il n'y avait pas l'équipe d'informatique qui venait nous dire, alors attention pour les mots de passe, il faut absolument utiliser ça, c'est ça. Le mot de passe, on a un peu dépassé ça. Enfin, c'est utile d'avoir un mot de passe très protégé, hein, il n'y a pas de doute là-dessus. Peut-être que je me fais des illusions. Mais c'est devenu insuffisant, en fait. C'est-à-dire que maintenant, c'est facile, il y a tout un tas d'attaques qui permettent de récupérer ton mot de passe en te le faisant taper toi-même, donc les attaques de phishing notamment. Donc en fait, maintenant, la tendance, mais ça devient assez complexe pour tout un chacun, c'est de mettre ce qu'on appelle un deuxième facteur. Donc ça peut être un mot de passe envoyé par SMS, mais là aussi c'est pas très très sûr, un numéro unique envoyé par SMS, ou bien un numéro unique généré par une petite application de calcul. Alors c'est assez technique, mais c'est une meilleure protection parce que un pirate
qui te vole ton mot de passe ne peut pas accéder au compte parce qu'il n'a pas la deuxième partie, le deuxième facteur. Ça peut se faire aussi en entreprise. Ça peut se faire à peu près partout, oui, bien sûr. Il y a des logiciels libres qui le permettent, qui permettent de s'intégrer dans tous les systèmes web. Qu'on puisse le faire, je m'en doute. Ouais. Mais est-ce que c'est une pratique c'est une pratique qui se répand de plus en plus, notamment ça se fait sur les comptes, tous les comptes réseaux sociaux maintenant, les comptes un peu sensibles, type le courrier électronique, Google le fait depuis longtemps, parce qu'ils avaient énormément de piratage, c'était des points ultra sensibles. Les réseaux sociaux comme Twitter le font également. Enfin, ça se développe pas mal parce que ça réduit ça complique considérablement les possibilités de piratage. Et typiquement sur des réseaux sociaux où il y a des comptes extrêmement sensibles de personnes médiatiques ou politiques ou qui ont besoin de se protéger, qui sont la cible d'attaques permanentes, il y a vraiment besoin de ça. Sinon, le réseau risque d'engager sa responsabilité même et risque d'avoir pas mal d'ennuis. J'en profite pour préciser, c'est mon côté un peu très RGPD, mais il y a les données sensibles, c'est vraiment les données médicales. Faut distinguer les données sensibles et données personnelles. Sensibles, ça va être des données de santé, politique, alors que données personnelles, donc c'est celles qu'on voit sur le site, la plupart, comme l'email, le nom, prénom, qui sont propres à une personne et qu'on ne peut pas stocker sans motivation réelle. Alors que sur les données sensibles, on ne peut pas le faire tout court, en fait. Même sur la religion, il faut faire une déclaration explicite à la CNIL qui doit nous autoriser à le faire. Et du coup, c'est rarissime de le faire. Sinon, on n'a pas le droit de les stocker jamais, en fait, si on n'a pas cette autorisation de la CNIL. Et par rapport à ce que tu disais, Isabella, sur les mots de passe, du coup, effectivement, la CNIL a changé ses règles. Maintenant, c'est plus la longueur qui va jouer, par exemple, que la différence de caractère. Et un des travers de ça, et je l'ai vu il n'y a pas si longtemps, j'étais dans un magasin et il y avait un post-it avec le mot de passe, parce que c'était trop compliqué à retenir. Bon, j'ai pas osé lui dire. Je me suis dit... C'est le défaut des mots de passe trop compliqués, c'est que oui, ma billetterie, je vais prendre d'autres billets. Donc plus c'est compliqué, moins ça aide aussi. Et du coup, oui, voilà. Et la cause des piratages sur toutes ces fuites-là, souvent c'est des humains en fait, qui donnent les mots de passe. On les arnaque, les gens. C'est pas tellement un problème de sécurité informatique. C'est pas un ninja ou une ninja qui passe par un tunnel, qui travaille nuit et jour pour pirater. Non, c'est juste qu'il se fait passer pour quelqu'un et la personne le donne sans faire exprès. Elle se fait passer pour une cliente qui a oublié son mot de passe, par exemple. Enfin, franchement, c'est super facile en fait. C'est pas tellement la technique qui va nous prémunir de ça. Il y a des démonstrations incroyables. Bah oui, je crois que récemment, j'ai vu une démonstration dans un journaliste qui était dans une conférence de hackers en fait, et il y a une jeune femme spécialiste en sécurité elle a aucune information à part son numéro de téléphone. Et encore, je suis même pas sûr. Elle appelle l'opérateur téléphonique et elle lui vole son compte téléphonique en 2 minutes. En baratinant ? En baratinant. Elle met des bruits de bébé en disant excusez-moi, elle montre qu'elle est un peu paniquée, il y a mon mari qui a changé, elle baratine, et en fait elle récupère, elle fait remettre à zéro le mot de passe du gars, elle récupère son compte en 2 minutes à peu près. Il y a la vidéo qui circule, même avec un mot de passe parfait, on peut quand même trouver des contournements pour attaquer des gens. Et alors il y a une autre chose qui existe aussi dont je pense utile de parler, c'est ce qu'on appelle les gestionnaires de mots de passe, qu'il y a souvent dans les navigateurs. Moi, je m'en sers d'un. Et donc, donc déjà, pour toutes les applications sur le web, c'est utile parce que ça permet de tout stocker dans le navigateur. Alors après, il faut protéger aussi avec un mot de passe maître, évidemment, pour ne pas se faire voler tout l'ensemble. Il faut avoir confiance dans son navigateur. Il faut avoir confiance dans son navigateur, c'est essentiel, effectivement. Et par contre, ça ne gère pas tous les mots de passe hors application web. Donc, il y a des gestionnaires de mots de passe plus généraux qui gèrent à la fois le côté web et le côté application classique. Mais ça évite de s'arracher les cheveux et ça évite de mettre le même mot de passe partout aussi, ce qui est extrêmement dangereux parce que vous le faites piquer d'un côté et le pirate peut attaquer vos autres comptes avec le même mot de passe. Donc on apprend un seul mot de passe compliqué, ultra difficile. C'est ça, celui du mot de passe maître, il est stocké chez vous et comme ça, les mots de passe que vous donnez à des tiers, à des sites tiers sont totalement différents partout. Jeff, tu voulais rajouter quelque chose peut-être ?
Non, oui, c'était vraiment sur le facteur. Effectivement, que malgré toute la technique que tu peux avoir, le facteur humain est important. Ça me rappelle, il y avait une scène dans une très chouette série que je vous conseille qui s'appelle Mr. Robot, qui est une des rares séries avec de l'informatique réaliste dedans, ce qui c'est pas si fréquent. Où justement, à un moment, ils se demandent comment infiltrer un repère, je sais plus quoi, et ils disent oui, ce repère, il a une sécurité réputée inviolable. Il y a aucune faille. Et là, le protagoniste regarde, il dit bah moi, écoute, j'en vois 5 sur ton plan, et c'est les 5 employés en fait. C'est ça les failles. Ça me semble une excellente conclusion pour ce sujet. J'aurais voulu attaquer le suivant puisque c'est un petit peu en lien, mais c'est bien de faire une petite respiration aussi à l'émission avec une pause musicale. Donc je vous propose d'écouter Mystère par A Virtual Friend et on se retrouve dans environ 4 minutes. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles. Cause Commune 93.1. La flamme des bougies éteint une à une chaque parcelle de mon esprit, empêchant toute pensée de renaître à la vie. Fascination céleste qui ne durera qu'un temps pour se briser lentement. L'ombre charme nos sens, embellit tout ce qu'elle touche de sa main tendre et sombre. Nul besoin de lumière car la nuit nous pardonne. Enfin libérés de nos chaînes, nous nous élevons plus loin que l'horizon. Au fond, nous ne sommes que mystère, chassés d'un paradis. C'est comme ça que le charme opère. Aux confins de la nuit, au fond, nous ne sommes que mystère, appelés par l'infini, recherchant la lumière au fond de cœur terni. Délicieux cliquetis résonnant sous mon crâne comme un appel si doux à rejoindre un pays où seul règne ton maître. L'amour et la poésie à jamais unis, loin dans l'indéfini. Au fond, nous ne sommes que mystère, chassés d'un paradis. C'est comme ça que le charme opère. Aux confins de la nuit, au fond, nous ne sommes que mystère, appelés par l'infini, recherchant la lumière au fond de cœur terni. Exquise liberté que celle de déborder du cadre, accrochons la lumière à la pointe des étoiles. Exquise liberté que celle de déborder du cadre, accrochons la lumière à la pointe des étoiles. Au fond, nous ne sommes que mystère, chassés d'un paradis. C'est comme ça que le charme opère. Aux confins de la nuit, au fond, nous ne sommes que mystère, appelés par l'infini, recherchant la lumière au fond de cœur terni. Au fond, nous ne sommes que mystère, chassés d'un paradis. C'est comme ça que le charme opère. Aux confins de la nuit, au fond, nous ne sommes que mystère, appelés par l'infini, recherchant la lumière au fond de cœur terni. Nous venons d'écouter Mystère par A Virtual Friend qui est disponible sous licence libre CC BY 3.0. Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions
sur causecommune.fm et sur libreavou.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast. Nous allons poursuivre notre discussion. Je suis Isabella Vanni de l'April et nous discutons des actualités du libre avec Florence Chabanois, J et Pierre Bissac. N'hésitez pas à participer à notre conversation 09 72 51 55 46 ou sur le salon web dédié à l'émission sur le site causecommune.fm, bouton chat. Donc le prochain sujet est en quelque sorte en lien avec le sujet précédent, la fuite des données, parce qu'on parle de l'Open Data SNCF en danger. Avec plus de 20 000 utilisateurs chaque mois, 65 000 téléchargements, etc. La plateforme Open Data SNCF est l'une des plus utilisées en France, mais bémol, il existe des poussées pour fermer l'Open Data ici ou là, sous couvert de sobriété ou de sécurité. C'est un sujet sélectionné par Pierre, plus soyez, si j'ai bien compris, par Florence. À vous la parole. Oui, alors pour essayer d'aller rapidement, l'Open Data SNCF est un des plus gros sites français d'Open Data. Il y a énormément d'informations, que ce soit en termes d'horaire, donc ce qui est utile pour les applications d'itinéraire, de perturbation de trafic, mais aussi de fréquentation des gares, de fréquentation des lignes, de longueur des lignes, enfin, il y a y compris des informations sur l'infrastructure. Donc Open Data, ça veut dire qu'on a accès à ces informations. Et voilà, qu'on peut aussi les télécharger, les utiliser. Libre, voilà, on peut les réutiliser librement, les rediffuser. Donc c'est une licence ODBL, c'est une licence sur les bases de données Open Data. Et après on peut contribuer. On peut pas contribuer directement comme sur un site contributif comme OpenStreetMap, qui est le site de cartographie. Mais on peut quand même remonter des informations à la SNCF quand on constate des bizarretés ou des erreurs dans les données. Mais suite aux attentats qui ont eu lieu pendant les Jeux Olympiques, en fait, les attentats sur les lignes TGV, la SNCF a préféré retirer quelques informations un peu sensibles. Alors ils ont retiré les tunnels, les ponts, des choses comme la signalisation, des fichiers comme ça qui sont d'utilité quand même pour la cartographie ou les passionnés ou différentes études. C'est aussi ça la beauté de l'open data, c'est que le diffuseur de la donnée n'a pas forcément connaissance de tous les usages qui pourraient en être faits par des tiers. Donc il y a toujours des usages complètement inattendus. Et donc là c'est un peu dommage parce que tous les tunnels et les ponts, a priori, on peut les récupérer très facilement en cartographie, c'est pas quelque chose de très secret. Et il y a des poussées quand même, effectivement, au titre de la sécurité nationale ou autre, pour fermer certains jeux d'open data ou en réduire le contenu pour limiter les données qu'on diffuse. Donc il y a toujours des contraintes et des compromis à faire pour essayer quand même d'ouvrir au maximum les choses parce qu'elles peuvent être utiles. Mais ça plaît pas forcément à tout le monde. Voilà, il y a toujours des antagonismes sur la façon de traiter les choses. Et moi, ça m'intéresse d'avoir votre avis, justement, sur ces compromis qu'on doit faire pour la sécurité. Est-ce que... C'est pas évident. Parce que moi, je fais la maline en disant on verrouille tout, mais après, je trouve qu'on verrouille un peu vite dès qu'il y a un souci. C'est plus ça qui me pose problème. Sur les données ouvertes de la SNCF, à l'époque, c'était pas du tout une pratique. Alors là, il dit 7 ans l'article, mais il me semble que c'était encore plus antérieur. Pour moi, c'était vraiment la première entreprise à proposer ces données à un moment où on ne savait pas du tout ce que ça allait donner. Et aujourd'hui, c'est devenu complètement commun et banal de retrouver les données de trafic sur n'importe quel site en fait, de cartographie. Et avec des données très fines de est-ce qu'on est devant, où est la sortie de métro, à quel moment c'est bondé, avec les grèves. Enfin, c'est vraiment un succès pour moi qui est certain sur ça. Maintenant, je pense qu'ils ont verrouillé. Ça va encore pour l'instant, je pense. C'est vrai que c'est dommage de fermer ces données-là. J'espère qu'ils vont pas dégainer tout le temps trop vite par rapport à ça. Mais je suis pas trop critique sur ça. Je sais pas, toi, Sylvie, t'as un avis ? Non, pas plus que ça, effectivement. Il y a cette phrase qu'on répète souvent, que c'est que la sécurité par l'obscurité, c'est pas la solution, mais effectivement, on peut aussi comprendre que parfois, il faut quand même, on comprend bien qu'il y a certaines choses, en vrai, si tu les révèles pas, ça t'évite quelques problèmes, effectivement. Donc, trouver le curseur, c'est pas simple du tout. Non, j'ai pas plus d'avis que ça sur la question, vraiment.
En tout cas, c'était effectivement un sujet intéressant à aborder. Donc, merci Pierre de l'avoir sélectionné. On passe donc au sujet suivant. Ah, voilà. Laissons raisonner quand même. Donc, le sujet suivant, c'est Firefox est-il mieux que Chrome? Donc, à nouveau, un sujet est trouvé par... Oui, alors, effectivement, Jay, t'as raison. Je pense sujet que... suivant. Ça on l'a répondu. C'était juste pour dire ça. Mais, exactement, mais on va peut-être expliquer que ce sujet vient d'une autre découverte de Pierre, qui est aller voir sur le site le blog de Azindous Journal. Je me suis demandé comment tu as repéré cette source. C'est un site en anglais. Et en quoi Firefox est mieux? Non seulement parce que c'est libre, donc nous garantit certaines libertés, mais aussi pour ses extensions, je crois comprendre. Oui, alors effectivement, c'est un site que j'ai vu passer sur les réseaux sociaux, évidemment, qui a pas mal circulé dans la communauté libre et autour de Firefox. Donc quelqu'un parce que Chrome a souvent la réputation d'être plus populaire et plus diffusé, enfin il est plus diffusé, mais il a souvent la réputation de l'être parce qu'il serait meilleur que Firefox, et ce billet de blog expliquait en quoi c'était pas forcément vrai. Donc il y a un certain nombre... Alors moi je connais pas assez Chrome parce que je m'en sers pas, je me sers de Firefox, donc je suis mal placé pour savoir quels sont les avantages plus concrets, mais le billet revient sur quelques avantages. Donc Firefox, on peut installer les extensions même sur mobile, ce qui n'est pas le cas de Chrome, donc les extensions type blocage de pub. D'ailleurs, au passage, Google vient de restreindre les fonctions de Chrome sur le blocage de pub. On peut encore en faire, mais beaucoup moins qu'avant. Comme par hasard, ça arrange Google, mais évidemment, officiellement, ça n'a rien à voir. C'est une simple coïncidence. On peut lire des fichiers PDF directement dans Firefox. Ça, j'imaginais même pas que ça puisse ne pas être le cas dans Chrome. À vrai dire, j'ai découvert ça. Et on m'a même dit un truc que je n'ai jamais utilisé, mais il paraît même que le lecteur PDF de Firefox, tu peux éditer directement des choses. Donc si tu as besoin de signer un PDF, tu peux directement, apparemment, le faire dans Firefox et imprimer. Ah, mais je savais pas. Non, j'ai pas trouvé la fonction. Je vais chercher, je te remercie de l'info. Et il y a également le nettoyage automatique de l'historique. On peut dire à Firefox, lorsque tu sors du navigateur, je veux que tu me nettoies automatiquement l'historique. Ça, Chrome ne le fait pas. Et sinon, il faut rappeler qu'il y a une apparente diversité de navigateurs. Au-delà de ces deux-là, il y a Brave, mais en fait c'est Firefox. Il y a Edge chez Microsoft, mais en fait c'est Firefox. Il y a Ecosia, le navigateur vert, mais en fait c'est Firefox. Pardon, c'est Chrome. Oui, pardon. c'est Chrome. Ouais, Edge, Brave et Ecosia, c'est sur base Chrome. Il y a énormément, base Chromium exactement, la partie libre de Chromium qui est quand même tenue par Google. Donc en fait, il y a très peu de diversité dans les navigateurs. Il y a deux souches principales. Il y a même Opera aussi, c'est Chromium également. Il y a très peu de diversité dans les navigateurs en fait. Firefox est l'un des rares qui n'est pas Chrome. Il y a le navigateur de KDE aussi qui s'appelle Conqueror, je ne sais pas s'il existe encore. Je pense aussi que probablement Safari de Apple ne doit pas être basé sur Chromium. Justement, Safari reprend la souche de Conqueror qui est un navigateur plus léger qui venait de KDE, d'environnement Linux KDE. Il y a des navigateurs encore plus modernes que je n'ai pas testé à vrai dire, mais comme Arc ou des choses comme ça. Je ne sais pas si vous avez testé. Ah non. Bon, toi, tu as testé, Florence ? Non. Non, mais qu'est-ce que tu veux dire par plus moderne ? Plus moderne, j'ai pas assez testé, mais c'est plus pour les geeks. J'ai l'impression, les geeks et les geekettes, qui sont en mode, c'est vraiment dans la logique d'hyper performance. Ah oui, Parce que visiblement, je ne suis pas, vu que je n'ai même pas essayé. Voilà. Après, moi, je sais que Chrome a eu beaucoup de succès pendant un certain temps parce qu'il était notamment plus rapide que Firefox. Il fonctionnait mieux, il était plus léger, tout ça. Et ce qui est devenu faux il y a pas mal de temps, en fait. Ça fait quelques années qu'en vrai, Firefox est au moins aussi rapide, sinon plus. Alors, si tu rajoutes un bloqueur de pub, c'est encore... Enfin, moi, ça m'arrive d'aller chez des gens qui n'ont pas de bloqueur de pub. Je ne comprends pas comment ces gens font pour naviguer sur Internet sans péter un plomb, en fait. Et même, on pourrait même dire d'un point de vue écologique, moi, j'avais regardé la différence... Quand tu accèdes à une page, notamment une page type Le Monde, enfin tu vois des trucs où il y a pas mal de pubs, on va dire, quand tu le fais avec ou sans pub, tu peux avoir mais 10 fois moins de trafic réseau. Quand tu fais ça à l'échelle de toutes les personnes qui peuvent lire Le Monde, je tape pas spécialement sur Le Monde, hein, c'est le cas pour plein de journaux en ligne, c'est quand même... je veux dire, la pub...
parfois c'est 90% du poids de la page, c'est la pub, quoi. Donc Firefox, de toute façon, ne serait-ce que pour ça, sera toujours meilleur que Chrome, qui visiblement a décidé de serrer la vis sur les bloqueurs de pub. Mais même au-delà de ça, en fait, effectivement, Firefox, visiblement en termes de pure performance, on voit pas vraiment la différence apparemment avec Chrome, donc cet argument n'est plus là. Et bon, moi, c'est mon côté libriste, mais de toute façon, même si Firefox était plus lent que Chrome, je resterais quand même sur Firefox pour le côté liberté, pour le côté c'est pas Google, ça nous espionne pas, tout ça. La performance, c'est important, d'avoir de l'efficacité, tout ça, mais c'est pas le seul truc en fait. Hein. La liberté aussi, c'est important quand même. Ouais, pour moi, pareil en fait. C'est le fait de se dire, sur ce navigateur, toutes mes données sont envoyées à Google en fait, et après il me retarget, il me renvoie des choses. J'ai pas envie qu'il sache qui est malade chez moi, quelles sont mes préoccupations, de quoi je rêve, enfin, et ça vaut juste pas la peine. Je dis pas si Firefox était tout pourri et que vraiment il y avait un grand écart. J'utilise pas assez Chrome pour savoir, et effectivement je suis plus Team Firefox. Mais ouais, je trouve que ça vaut pas la peine et que les deux sont suffisants pour aller sur Internet et assez bien fonctionner. Donc voilà. Moi, j'ai Chromium installé sur mon ordinateur, que j'utilise dans les rares cas où des sites sont vraiment super mal foutus et n'arrivent pas à fonctionner sur Firefox parce qu'ils ont été développés pour Chrome, comme il fut un temps où les devs web développaient exclusivement pour Internet Explorer 6, mais c'est rare. Effectivement, j'ai Chromium aussi pour la même raison, mais j'en ai très peu besoin maintenant. Pareil. Il y a une époque où j'en avais plus besoin, mais il y a aussi certains sites qui sont mal fichus et où les modes un peu les plus protecteurs de Firefox, il y a un mode strict. Où il y a certains sites qui ne marchent pas avec le mode strict. Alors on a l'impression que c'est un bug de Firefox, mais en fait non, c'est juste que le site est moins vigilant avec nos données en fait. Ouais, après il y a des gros sites comme la boutique de la Poste, hein. J'ai expédié tout récemment un colis. Avec Firefox, malheureusement, il y avait la partie formulaire et c'était une fenêtre qui s'ouvrait latéralement, on a un grand n'importe quoi. Et j'ai dû passer par Chromium. Mais là aussi, j'ai envie de dire, mais comment vous concevez vos sites web ? Ça, c'est une autre histoire, c'est pas le sujet. Après, il y a aussi des choses, parfois, il y a des sites qui vont te dire ça marche que avec Chrome, et en fait, c'est pas vrai. C'est-à-dire que si tu as un truc, le User Agent, alors c'est un truc un petit peu technique, mais en gros, Firefox peut se faire passer pour Chrome. Et des fois, ça marche, ça suffit en fait. C'est vrai, oui. Et il y a un truc qui est connu, par exemple, c'est que Google sont vraiment en train de taper sur pas mal de choses, et notamment, comme ils savent que Firefox a des bloqueurs de pub, c'est un truc qui devient de plus en plus clair, c'est qu'ils rendent YouTube beaucoup moins fiable et efficace sur Firefox. C'est-à-dire que quand tu vas sur YouTube sur Firefox, apparemment, ça a tendance à être un peu plus lent, des fois ça bug un peu, et si tu mets le User Agent, si tu fais passer Firefox pour Chrome, t'as plus de problème. Donc c'est vraiment pas un problème technique, ça c'est vraiment un truc où c'est volontaire, c'est du sabotage, quoi. Waouh. Ouais. Je vous propose de changer de sujet parce que c'est un sujet qui vous intéressait tous les trois. Framasoft propose un outil IA, intelligence artificielle de transcription audio. Donc il s'appelle Lokas, L-O-K-A-S, j'aime beaucoup ce nom. Qu'est-ce qu'on veut dire là-dessus ? Peut-être en 3 mots, c'est un petit logiciel qui permet de gérer des réunions, en fait, c'est orienté réunion, et ça gère l'audio. Je l'ai pas essayé encore, parce que c'est tout récent, je l'ai vu, ça date du 3 décembre. En gros, ça fait une transcription texte d'une réunion audio entre plusieurs personnes, avec alors derrière, je crois que c'est une IA libre qui s'appelle Whisper, ouais, qui donne de très bons résultats en matière de transcription texte. Et donc voilà, c'est un hébergement, c'est un système entièrement libre qui est hébergé par l'association Framasoft qui ne travaille qu'avec des logiciels libres et qui fonctionne avec des dons des utilisateurs. Et en termes de données personnelles, parce que du coup ça fait un peu bizarre pour une entreprise de dire on envoie le contenu et le transcript de nos réunions du CODIR même à Framasoft, ça peut faire bizarre. Du coup je conseille de tester déjà sur des choses un peu légères. Et en tout cas, leur engagement, c'est de supprimer le contenu dès qu'ils ont fini le transcript. Enfin, un petit peu après, le temps de pouvoir faire je ne sais pas quoi d'ailleurs, mais en tout cas très peu de temps après. Et ce que j'ai bien aimé aussi dans les fonctionnalités de ça, c'est qu'ils font des reconnaissances par voix pour indiquer le genre, le temps de parole
et la répartition, justement, en précisant hommes, femmes et non-binaires. Ça rappelle une actu précédente dont tu nous avais parlé. Tu peux en faire une chronique, Florence? Mais oui, mais en fait, moi, c'est une appli que je voulais faire depuis longtemps, en fait, avant de voir que ça existait et que ça n'existait plus et qu'ensuite c'est ressorti et que finalement ça marchait pas. Bon, donc pareil que Pierre, je n'ai pas encore testé, mais j'ai très hâte. Moi du coup je connais assez bien le sujet parce que je suis à Framasoft et en vrai c'est une appli c'est une idée d'appli dont parle Pierre-Yves Gosset, donc qui est un des salariés historiques de Framasoft. Il en parle depuis des années et des années, hein. Moi à chaque fois qu'on se voyait aux AG, c'était un truc qui revenait, il fait ah ouais, ça serait bien une appli qui fait ça. Et moi-même j'avais même essayé de faire un prototype en Python il y a quelques années, sauf que moi j'étais parti de l'idée que ça serait fait en local et du coup j'avais utilisé des trucs qui étaient vraiment très du coup pas très efficace. C'est vrai que le test que j'avais fait ça marchotait mais vraiment pas super bien. Et donc là effectivement il se trouve qu'on avait un nouveau salarié qui travaillait sur PeerTube à la base et qui était assez doué dans ce genre de truc, qui a dit ah non mais attends, mais moi je pense que je sais faire ça, ce que tu dis. Il dit mais tu penses que ça te prendrait combien de temps? 6 mois? Il dit 3 jours. T'es d'accord? Donc ça s'est fait comme ça effectivement. Alors c'est une expérimentation dans l'IA, donc c'est vrai qu'IA c'est un peu un mot repoussoir pour nous. Enfin même moi j'ai fait plein de chroniques où je crachais sur l'IA. Bon, c'est un certain type d'IA, c'est pas une IA générative, effectivement c'est fait en local, c'est pas fait sur des énormes clusters avec 15 000 cartes Nvidia, donc c'est bon. C'est voilà, mais c'est une expérimentation et on va voir ce que ça va donner, quoi. Et ça a vraiment mis 3 jours? Alors quand on dit 3 jours, disons que 3 jours pour avoir un prototype, visiblement oui. Après il y a 3 jours d'informaticien, en fait ça fait effectivement t'as le travail sur l'interface, t'as le travail sur plein de choses qui évidemment prennent plus de temps, mais pour avoir un proto où tu parles et ça reconnaît des trucs, visiblement ouais c'était très rapide. Après c'est parce que les technologies sont là, hein. Ils ont pas redéveloppé de zéro. Effectivement c'est basé sur Whisper qui est un truc qui fonctionne déjà super bien, donc Et pour situer, Whisper c'est un logiciel d'IA assez compact et qui tourne sur un PC tout à fait classique. On peut mettre une carte graphique mini carte graphique de gamer pour accélérer un peu, mais ça marche plutôt bien et il n'y a pas besoin effectivement d'avoir 3 data centers avec des mégawatts partout, quoi. Et pour moi, il y a effectivement, c'est pas parce qu'il y a de l'intelligence artificielle que c'est directement du génératif ultra polluant. Moi le premier, je l'ai déjà dit dans une des chroniques quand je tapais sur l'IA, mais ça m'arrive assez régulièrement d'utiliser DeepL par exemple pour la traduction. Bon c'est de l'IA aussi, hein. Et du coup, ça fait un impact, impact environnemental. Mais en fait, c'est une des réponses que Pierre-Yves faisait sur les réseaux quand on lui disait cette remarque, c'est qu'en fait, tout le numérique a un impact environnemental. Quand on rajoute des clusters de serveurs pour que les Nextcloud qu'on héberge marchent mieux, ça a un impact environnemental aussi, en fait. Donc c'est un argument qui s'entend, mais ce serait dommage de l'entendre que pour l'IA, en fait. Il faudrait avoir cette réflexion sur tous les usages numériques, quoi. Je vous propose d'arrêter là pour aujourd'hui parce qu'on a une autre chronique à écouter. Et je vous remercie donc Jay, Florence et Pierre. Et merci. Je vous donne rendez-vous aussi pour le Café Libre l'année prochaine, en 2025. Nous allons maintenant faire une pause musicale. Et après la pause musicale, comme annoncé, nous entendrons la chronique de G sous le thème « Sauvons les hyperliens ». Nous allons écouter « There Ain't Nothing » par Olizna CC0. On se retrouve dans moins de 3 minutes. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles. Cause Commune 93.1.
Nous venons d'écouter There Ain't Nothing par Olizna CC0, disponible sous licence libre Creative Commons CC0 1.0. Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavou.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast. Ici, en direct de la rédaction du Lama déchaîné, nous vous parlons d'une actualité brûlante. La campagne de soutien financier de l'April ? Oui, pour bien finir l'année, l'association a besoin de pas moins de 20 000 euros. Alors pour vous convaincre d'adhérer ou de faire un don, elle nous a embauchés bénévolement pour publier un hebdomadaire chaque mercredi. Mais c'est demain le prochain numéro alors ? Et oui, et il y en aura jusqu'à la fin de l'automne. Ça parle des actions de l'April, de ses membres, mais pas que. Il paraît qu'il y a même des mots croisés, des anecdotes rigolotes. Oui, la plume a également été proposée à d'autres associations ou à des personnes non membres. Rendez-vous sur april.org/campagne. Le lien sera sur la page de présentation de l'émission. On compte sur vous pour soutenir le travail essentiel de l'April. Je suis Isabella Vanni de l'April. Nous allons passer au sujet suivant. Nous allons poursuivre avec la chronique Les humeurs de G, qui a aussi intervenu tout à l'heure dans notre rendez-vous au Café Libre, vous expose son humeur du jour, des frasques des GAFAM au mode numérique, en passant par les dernières lubies anti-internet de notre classe politique. Il partage ce qui l'énerve, l'interroge, le surprend, ou l'enthousiasme, toujours avec humour. L'occasion peut-être, derrière les boutades, de faire un peu d'éducation populaire au numérique. Bonjour G, de quoi tu nous parles aujourd'hui ? Alors, salut Isa et salut à toi, public de Libre à vous. Alors aujourd'hui, je voudrais te parler d'une espèce en voie de disparition. Une espèce qui est pourtant très utile. Alors au départ, c'était souvent un petit machin en bleu pétant et souligné, avant qu'on mette un petit peu de style dans nos pages web. Ce truc, c'est le lien hypertexte, ou juste hyperlien. Alors c'est pas un super-héros, hein. Hyperlien, non, c'est un hyperlien, c'est juste un élément d'une page web, souvent un bout de texte, mais ça peut être une image, sur lequel on peut cliquer et qui renvoie ailleurs, en général vers une autre page web. Et ça, en fait, c'est vraiment la base du web. D'ailleurs, le protocole qu'on utilise majoritairement pour le web, c'est le HTTPS, et les deux premières lettres, HT, elles veulent justement dire hypertext, un texte où on a des hyperliens. Si j'écris une critique sur un livre, c'est juste un texte. Mais si dans ce texte, le nom de l'auteur ou de l'autrice renvoie sur sa biographie et le nom du livre vers la page de la maison d'édition, alors ça devient un hypertexte, un élément du web, interconnecté avec tout un tas d'autres pages. C'est ça qui fait la magie du web, l'interconnexion. Si tu connais une ressource intéressante, alors tu peux poster un lien vers cette ressource, et si ton propre site web est divisé en plusieurs pages, eh bien tu peux organiser l'interconnexion entre ces pages. Alors évidemment, si je te dis que l'hyperlien est en voie de disparition, tu vas peut-être me prendre pour un doux dingue, surtout si tu fais partie de mes camarades libristes qui voguent essentiellement hors des territoires du web colonisés par les GAFAM. Mais je suis au regret de t'annoncer que l'hyperlien, en tout cas celui qui mène vers un autre site, c'est un peu en train de devenir la même chose que le flux RSS, une super techno malheureusement de moins en moins utilisée en dehors des cercles d'initiés. Et je n'exagère pas. Figure-toi que pour les besoins de ma communication d'auteur, il m'arrive de m'aventurer dans les fameuses terres hostiles des GAFAM. Évidemment, je ne m'y aventure qu'avec précaution. Je prends toujours soin d'être à jour sur mes vaccins, c'est-à-dire sur mon bloqueur de pub et de traceurs. Et surtout, je suis le principe du POS, P-O-2-S-E, Publish on your own site, Syndicate elsewhere, c'est-à-dire que même si je partage sur les médias sociaux ennemis, le contenu reste toujours publié avant tout sur mon blog, sur lequel j'ai les clés. Ceci étant posé, j'ai eu la surprise en me mettant à Instagram de constater que les hyperliens n'y fonctionnaient pas. Enfin, tu peux mettre un hyperlien dans la description d'un post, mais il ne sera pas cliquable. Instagram ne reconnaît pas le fameux HTTPS, bref, impossible de faire un hyperlien. Évidemment, ça n'est pas un bug, mais bien une fonctionnalité, parce que pour l'avoir essayé, j'ai découvert une réalité simple. Quand on est sur Instagram, on reste sur Instagram. Et on y reste longtemps. Alors moi, je mets quand même des liens, mais évidemment, qui va s'amuser à sélectionner le lien et à le copier dans un navigateur ? Déjà, sur un ordinateur de bureau, c'est chiant. Alors imaginez sur un téléphone, sachant qu'Instagram est très majoritairement utilisé sur téléphone, évidemment. Bref, ça nous donne un joli silo, bien verrouillé, sans possibilité de renvoyer vers l'extérieur. Et ça marche. Récemment, un ami qui me suit sur Instagram m'a dit que mon image l'avait fait rire. Je lui ai demandé s'il avait lu le reste de la BD, parce que évidemment, je ne poste qu'un extrait sur Insta. Et il m'a répondu... Quelle BD ? Voilà. On pourrait aussi parler de X, anciennement Twitter.
Alors celui-là, je n'y suis plus, pour des raisons évidentes de dénazification de mon numérique, mais j'ai bien vu passer l'info que les tweets contenant un hyperlien étaient maintenant pénalisés par l'algorithme du réseau. Même raison sans doute, on ne va quand même pas inciter les gens à aller voir ailleurs si Elon Musk n'y est pas. En plus, les liens, c'est chiant, ça peut renvoyer vers des sources, c'est beaucoup trop pratique pour les gauchistes là, qui s'intéressent encore à cette vieille lucarne qui est la véracité des informations en ligne là. Si on prend du recul, au-delà des hyperliens, c'est le web entier qui est en train de doucement s'effacer derrière les applications mobiles. Applis mobiles dont une bonne partie ne sont d'ailleurs que de bêtes navigateurs web un peu customisés et sans possibilité de mettre un bloqueur de pub, mais c'est sans doute un hasard. Laisser l'option de mettre un lien pour les GAFAM, c'est justement risquer de voir la matière première, c'est-à-dire toi, se rendre compte que l'herbe est peut-être plus verte ailleurs. Ce qui est assez ironique, parce que pour que des gens découvrent Facebook, il avait bien fallu que d'autres gens postent des liens vers Facebook depuis leur MySpace, leur Skyblog ou autre. Donc les gars, combattre les hyperliens, est-ce que ce serait pas un peu craché dans la soupe ? Bon, en fait, les GAFAM pratiquent la politique qui consiste à fermer la porte derrière soi, un peu comme ces descendants d'immigrés qui votent pour des partis xénophobes. Nous, on en a profité, mais après nous, c'est terminé. Et j'aimerais bien te dire que le reste du web, cette partie qui échappe encore aux GAFAM, est immunisée, mais force est de constater que même lorsque les hyperliens restent autorisés et non pénalisés, leur usage semble en décroissance. Petite anecdote, il y a quelques semaines, j'ai publié sur mon blog une douzaine de dessins réalisés dans le cadre d'une commande autour de la médiation numérique. Pour les promouvoir, j'ai fait comme d'hab, j'ai posté un message sur mes différents comptes de médias sociaux avec une de ces 12 images comme illustration du post. Eh bien, bizarrement, sur Mastodon, média social libre, décentralisé, sans sélection automatique des posts, sans pénalisation des hyperliens, sur Mastodon, donc, 90% des réponses à mon post commentaient l'image qui était en illustration. Comme il y en avait 11 autres dans l'article, je suppose assez naturellement qu'une grande partie des gens à l'origine de ces commentaires n'ont absolument pas cliqué sur l'hyperlien et ont juste vu l'image, commenté et sont passés à autre chose. Et je ne compte pas non plus les BD où je parle d'un certain sujet annoncé dans le post et où un commentaire m'oppose un argument ou précise quelque chose qui est pourtant largement traité dans la BD donnée en lien. Et je me retiens toujours de répondre « Oui, c'est à peu près exactement ce que je dis dans l'article. Le machin en couleur et en gras souligné, là, ça s'appelle un hyperlien. Si vous cliquez dessus, il y a un article derrière. Ça serait sympa de le lire avant de me faire remarquer un truc que j'ai déjà dit. » Bref, la disparition de l'hyperlien, c'est tout autant une question d'usage que de technique. Réseau libre ou pas, nous sommes de plus en plus accoutumés à un web cloisonné, que ce soit par des apps ou juste par des habitudes. Au-delà de la question de la licence libre, qui est évidemment importante, se pose donc la question d'un numérique émancipateur et non aliénant. Un réseau social, même libre, où l'on nous incite à scroller à l'infini sans jamais en sortir, est-ce qu'il nous émancipe vraiment ? Bon, n'en rajoutons pas non plus, ce n'est pas l'hyperlien en soi qui va nous sauver de l'aliénation numérique, mais je ne peux pas m'empêcher de voir dans la disparition de l'hyperlien le même phénomène qui a petit à petit caché le système de fichiers sur les appareils mobiles. En apparence, ça simplifie les choses parce qu'un système de fichiers comme un hyperlien avec ses slash et ses symboles bizarres, c'est compliqué. Et en même temps, ne plus y donner l'accès, c'est vachement pratique pour rendre les gens dépendants de tout un tas de logiciels, encore une fois blindés de pubs et de traceurs, et donc de complexifier au maximum une éventuelle dégafamisation plus tard. Alors comment on s'en sort ? Je serais bien présomptueux de prétendre avoir une solution, mais pour ma part, j'ai commencé à publier une nouvelle BD début septembre, ça s'appelle La chaîne Météore, et ça raconte l'histoire de personnages préhistoriques, c'est-à-dire avant l'invention du slibard. Les personnages sont donc tout nus. Alors, c'est pas une BD pornographique pour autant, parce que la nudité n'y est qu'un détail visuel, l'humour restant relativement bon enfant. N'empêche que sur les réseaux des GAFAM bouffis de puritanisme états-unien, c'est évidemment hors de question. Donc, mon petit plaisir, c'est de publier des versions censurées de mes BD sur les médias sociaux privateurs et de préciser, à côté de l'habituel lien qui pointe vers l'article d'origine, pour voir la version non censurée, c'est sur mon blog. C'est pas grand-chose, mais je dois dire que ça m'amuse beaucoup. Alors, je ne vais pas prétendre qu'on va sauver le monde des GAFAM avec des zizi et des zézettes, faut pas déconner, mais ça fait toujours du bien de rappeler aux gens que quand on limite son usage d'Internet à Instagram et Facebook, on doit se plier à des règles issues d'une culture qui n'est pas forcément la nôtre, celle des États-Unis et surtout de la Silicon Valley en l'occurrence, et qu'il existe d'autres endroits du web où nous sommes libres de définir nos propres règles avec nos propres codes et notre propre curseur de modération. Et ça, c'est quand même un sacré pouvoir, et heureusement qu'il nous reste encore quelques hyperliens pour permettre à d'autres d'en profiter. Espérons que ça dure. Allez, salut. Merci G, et vous pouvez aller voir tout l'univers de G sur le site
Pilook.net, vous pouvez aussi le soutenir, qu'il a choisi d'utiliser des licences libres pour ses œuvres et la majeure partie de ses revenus provient donc des dons. Et je te dis aussi, à l'année prochaine, ce sera le même jour que Florence d'ailleurs, le 21 janvier pour la prochaine chronique de J et de Florence. Nous approchons de la fin de l'émission. Nous allons terminer par quelques annonces. Après 6 années d'existence sur la bande FM, Cause Commune propose à ses auditoristes de rejoindre le club de ses soutiens. Présente depuis janvier 2018 dans le paysage radiophonique francilien, Cause Commune est la dernière radio libre autorisée par l'Arcom à Paris. Afin de continuer à proposer une voie alternative, la radio lance une campagne pour 2025 avec un objectif de 40 000 €, à la fois pour couvrir ses charges annuelles, mais aussi pour renforcer son soutien aux collectifs, personnes et communautés qui défendent leurs droits et portent ainsi les luttes qui profitent à l'émancipation de toutes et tous. L'April aussi est toujours en campagne. À nouveau, l'Amas déchaîné, notre gazette hebdomadaire, est à paraître demain, et c'est le dernier de la campagne. Depuis 2 ans, notre situation financière, malheureusement, n'est plus à l'équilibre. Pour finir sereinement l'année 2024, une somme de 20 000 € nous serait nécessaire. Nous sommes seulement à 60% de cet objectif. Adhérez ou donnez, si vous le pouvez, en fonction de vos moyens. Et n'hésitez pas à parler de cette campagne autour de vous et à diffuser notre l'Amas déchaîné. Par ailleurs, pour marquer la fin de cette campagne qui approche, nous avons prévu un temps convivial au local de l'April, vendredi 20 décembre, à partir de 18h30. Nous vous attendons avec plaisir. Et je vous invite, comme d'habitude, à consulter le site de l'Agenda du Libre, agendadulibre.org, pour trouver des événements en lien avec les logiciels libres ou la culture près de chez vous, ainsi qu'un annuaire des associations qui le font vivre. Notre émission se termine. Je remercie les personnes qui ont participé à l'émission. Florence Chabanois, J, Pierre Bissac et aux manettes de la régie aujourd'hui, Étienne Gonu. Merci également aux personnes qui s'occupent de la post-production des podcasts, Samuel Aubert, Élodie Daniel Giraudon, Lingen, bénévole à l'April, et Julien Rosma et Olivier Gréco, qui est le directeur d'antenne de la radio. Merci aussi aux personnes qui découpent les podcasts complets des émissions en podcasts individuels par sujet. Quentin Gibaud et Théocrite, bénévole à l'April, et mon collègue Frédéric Couchet. Vous retrouvez sur notre site web libravou.org/230 toutes les références utiles de l'émission de ce jour, ainsi que sur le site de la radio causecommune.fm. N'hésitez pas à nous faire de retours pour indiquer ce qui vous a plu, mais aussi des points d'amélioration. Et vous pouvez également nous poser toutes questions et nous y répondrons directement lors d'une prochaine émission. Toutes vos remarques et questions sont les bienvenues à l'adresse bonjour@libravou.org. Et si vous préférez nous parler, vous pouvez aussi nous laisser un message au répondeur de la radio pour réagir à l'un des sujets de l'émission, pour partager un témoignage, vos idées, vos suggestions, vos encouragements ou pour poser une question. Le numéro du répondeur 09 72 51 55 46. Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous et à faire connaître également la radio Cause Commune, la voix des possibles. C'était la dernière émission Libre à vous pour 2024. La prochaine émission aura lieu en direct mardi 14 janvier 2025 à 15h30. Notre sujet principal portera sur le parcours libriste de Simona Lévy et l'échange sera animé par Alexis Kaufmann. Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée et d'année aussi. Et on se retrouve en direct mardi 14 janvier 2025. D'ici là, portez-vous bien. Étienne a baissé le volume du générique, l'émission est terminée, mais il y a sans doute des personnes qui écoutent jusqu'à la fin du générique. Eh bien, sachez qu'hier, j'ai retrouvé par hasard un badge, le Lama déchaîné, sans doute le dernier que nous avions en stock. Je vais l'expédier à la première personne qui nous écrira un courriel ayant pour objet le Lama déchaîné à l'adresse bonjour@libravou.org. Je répète, bonjour@libravou.org. Bonne fin de générique.